C'est tout bon. Merci Nada. Donc je vais vous présenter Louise Thiroux, qui est doctorante en histoire de l'art à l'École pratique des hautes études et à Paris Sciences Lettres, et qui est aussi chargée d'études et de recherche à l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art. Pourquoi Louise Thiroux? Parce qu'on s'est rencontrés, enfin, c'est Catherine Carré qui a pris contact avec elle à l'occasion de la Nuit des chercheurs, Nuit européenne des chercheurs, durant laquelle Louise était invitée par Heiko Buchholz à un exercice qui était assez singulier et original. Heiko Buchholz, qui est un artiste, nous a proposé de nous projeter dans le futur. Alors Louise, je ne sais pas quel prix tu as reçu. Moi, j'ai eu plusieurs Nobel. Euh, voilà, en considérant que nos recherches actuelles avaient eu un impact fort sur les sociétés du futur. Et en 2053, il y avait un retour dans le passé. Euh, Nous, on était restés en 2023 et EICO était en 2053 avec les citoyens de la salle. Donc Catherine a écouté Louise et a été persuadée de l'intérêt de son travail. Et on s'est dit que dans le cadre des goûts, bah, ce serait bien de parler toilettes vespasiennes et de remonter un petit peu dans l'histoire de ce mobilier particulier. Louise, si la présentation que je viens de faire te convient, eh ben l'estrade est à toi. C'est parfait. Alors, j'essaye de partager le PowerPoint. Hop, c'est bon, vous voyez tous le PowerPoint? Super. Ok. Hop. Alors, donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous parler de mon travail de recherche portant sur les Vespasiennes parisiennes entre 1835 et 1907. Donc, il s'agira aujourd'hui d'observer comment la pluralité architecturale et ingénieriale des latrines publiques pense, incarne et permet la diffusion de normes renouvelées du corps pissant en accord avec les préceptes hygiénistes, mais aussi avec les exigences de salubrité et de moralité propres à la période, engendrant de ce fait une progressive disparition de ce dernier dans l'espace public parisien entre 1835 et 1907. Le concept de corps puissant qui, malgré sa trivialité, ne va pas nécessairement de soi, désigne la perception et la représentation des corps qui se soulagent dans l'espace public. Les bandes chronologiques choisies renvoient à la date d'installation des premiers urinoirs le long du boulevard des Italiens par le préfet Rambuteau, ainsi qu'à la date de l'inauguration du tout premier lavatory souterrain, place de la Madeleine. Pour mener à bien cette étude, Paris constitue un cadre géographique idéal, à la fois en tant que support et reflet des mutations démographiques, sociales et morales du XIXe siècle, mais aussi et surtout par la qualité et l'originalité de son système municipal, reposant sur des ingénieurs issus des corps prestigieux de l'État, ainsi que sur les préfets et les édiles municipaux. Cette plongée dans l'infraordinaire, à savoir ce que nous n'interrogeons pas et ce que nous vivons sans même y penser, se déclinera en trois temps dans le cadre de cette présentation. Afin de répondre à la problématique de recherche, j'ai opté pour un plan thématico-typologique articulé autour des trois grands types de Vespasiennes que sont les urinoirs, les chalets de nécessité et les lavatories souterrains. Il s'agira tout d'abord de montrer comment les urinoirs conçoivent un progressif enfermement du corps pissant, puis on se penchera sur le rôle joué par les chalets de nécessité, forme architecturale fermée et gardée, constitutive de la consécration de son enfermement. Et enfin, l'analyse des lavatories souterrains permettra de saisir comment et pourquoi la technique, non contente d'enfermer ces corps, souhaite les faire disparaître en les reléguant sous terre. Le préfet Rambuteau, nommé en 1833, soit un an après la mortelle épidémie de choléra qui s'est abattue sur Paris, décrète en 1835 l'installation d'urinoirs fixes à proximité des théâtres. L'essai s'avérant concluant, le préfet décide dès 1841 de les multiplier, si bien que Paris compte, 2 ans plus tard, plus de 468 urinoirs, rapidement baptisés d'ailleurs colonnes Rambuteau. Il s'agit ici de comprendre en quoi cette première vague d'implantation massive et institutionnalisée d'urinoirs dans Paris augure les prémices de la fin de la libre piscette. Il ne subsiste malheureusement aucune trace des modèles les plus primitifs installés par Rambuteau. Donc, afin de les restituer dans leur matérialité, je me suis appuyée sur une description effectuée par Martin Monestier dans Histoire et bizarrerie sociale des excréments. Je cite: couvert d'une calotte sphérique, haut de 4 mètres,
Ils ont été imaginés sur le modèle des amers. Ils sont placés au bord des trottoirs et on y pénètre comme dans une niche par une ouverture placée du côté de la chaussée. Toutefois, le modèle initial va être rapidement revu à partir de 1846 euh, au sujet du réaménagement du mobilier urbain de la rue du Faubourg Saint-Martin. Et si on choisit aussi de modifier le modèle, c'est en partie à cause de la laideur des premiers urinoirs installés par Rambuteau. Le journal Le Charivari dit à leur propos que ces colonnes sont utiles mais ignobles. A contrario, les nouveaux urinoirs de la rue du Faubourg Saint-Martin sont décrits comme de véritables monuments qui réunissent à leur forme gracieuse des ornements choisis et exécutés avec goût. Plébiscités donc pour leur beauté, on comprend qu'il y a un véritable attachement au caractère esthétique et que ce dernier est tout de même à mettre en corrélation avec une certaine survivance en cette première moitié de siècle de la vision très 18e d'un urbanisme entendu au sens d'embellissement de la ville. En effet, hein, la beauté du mobilier urbain semble primer dans les descriptions d'époque sur le critère utilitaire. On retient toutefois le choix de colonnes d'ordre composite et non dorique, bien qu'à destination des hommes. Ce choix a d'ailleurs certainement été motivé par le caractère secondaire de cette forme architecturale, en corrélation avec le caractère non pur, voire parasite, que rêvait le système d'ordre composite. Si l'ouverture presque totale de ces lieux peut choquer les yeux du public du XXIe siècle, elle ne fait en rien l'objet d'une critique à l'époque, puisqu'elle est encore en corrélation avec la doctrine aériste, toujours en vogue dans la première moitié du XIXe siècle. Une autre question se pose. Ces toilettes sont-elles véritablement utilisées par les riverains? Donc, si le règlement sur la construction des urinoirs de 1850 stipule que l'installation définitive des nouveaux urinoirs a pour objectif de changer les habitudes du public, la réalité est bien plus nuancée. Bien qu'il soit interdit d'uriner sur la voie publique depuis les lois du mois d'août 1790, cette pratique demeure vraiment fréquente. La préfecture de police de Paris, d'ailleurs, va effectuer alors un rappel à la loi dans une ordonnance de février 1850, je cite, dans les voies publiques où des urinoirs sont établis, il est interdit d'uriner ailleurs que dans ces derniers. Quant aux voies où il n'existe pas d'urinoir, il est interdit d'uriner sur les trottoirs, contre les monuments publics et contre les devantures de boutiques. Pourtant, la situation ne semble guère évoluer et la Gazette municipale a une très jolie formule à ce sujet. Il semble qu'à Paris, la personne d'un homme qui urine soit inviolable et sacrée. Si la libre piscette a toujours cours, c'est en partie en raison des logiques d'emplacement des latrines. En 1866, on trouve ainsi 353 colonnes Rambuteau dans les 6e et 7e arrondissements contre 135 dans l'ensemble des communes annexées. Ces disparités socio-spatiales se doublent d'une inégalité d'ailleurs face au nettoyage des édicules, expliquant en grande partie les réticences à uriner dans les colonnes. Sur les 478 urinoirs recensés en 1843, seuls 120 jouissent d'un nettoyage régulier. Et ça va commencer à poser un problème, car comme l'a très bien souligné Alain Corbin, dès la fin du XVIIIe siècle, on assiste dans les villes à un abaissement du seuil de tolérance olfactif. Ce qui fait que de nombreuses plaintes relatives aux odeurs et à la propreté des édicules euh, se mettent en place, et c'est ce qui va en partie causer la perte des colonnes Rambuteau. Ainsi, le 26 juin 1877, on apprend la démolition systématique des colonnes Rambuteau qui doivent être remplacées par des loges à 2 compartiments. Et encore une fois, on comprend pourquoi cette disparition a lieu, parce qu'elle pose en réalité 4 principaux problèmes à la municipalité. Des problèmes de fonctionnalité, de disposition, d'ingénierie et de décence. Tout d'abord, le positionnement des édicules sur la chaussée constitue un véritable tracas pour les édiles. Placés au bord du trottoir et évidés du côté de la chaussée, ils contreviennent au traitement d'angle qui est mis en place sous Haussmann. Bien qu'Haussmann, d'ailleurs, ne semble pas véritablement évoquer les urinoirs dans le cadre de ses travaux menés entre 1853 et 1870 dans Paris, on comprend aisément qu'ils ne sont plus en adéquation avec les nouvelles chaussées plus larges et les nouvelles façades plus uniformes. Les critiques relatives à l'hygiène des lieux reposent sur le mauvais nettoyage, déjà mentionné, mais surtout sur leur inadéquation vis-à-vis de la conception de l'égout défendue par les ingénieurs Belgrand puis Alphand.
En effet, seules 119 des 335 colonnes situées dans les sixième et septième sont reliées à l'égout, les autres s'écoulant par le ruisseau. Transparaît alors l'enjeu essentiel de la communication entre le sol et le sous-sol. Enfin, comme en atteste une fameuse note d'Alphand, les urinoirs Rambuteau ne répondent plus aux conditions de salubrité et de décence qu'ils doivent remplir. La large ouverture sur la chaussée devient antinomique avec la décence telle qu'elle se conçoit sous le Second Empire et la Troisième République. Alphand préconise donc dans ses notes la présence plus systématique que par le passé de portes permettant de cacher les usagers, soulignant par là même sa volonté de réduire la place du corps pissant dans un espace qui, depuis la réforme haussmannienne, se distingue de l'espace privé. Et c'est pour toutes ces raisons que se développent à partir des années 1850 des urinoirs à écran. Et une fois de plus, on ne saurait saisir la modification de l'apparence des Vespasiennes à partir de cette décennie sans comprendre la volonté édilitaire, appuyée encore une fois par le savoir-faire des ingénieurs, de massifier le système d'égout. Il nous semble donc pertinent d'établir un lien entre la volonté d'enterrer les déjections par le biais des égouts avec le souci croissant de masquer les corps urinant le long de la chaussée. Plus encore, l'écran devient l'agent de la discipline du corps que la municipalité souhaite voir triompher. Les premiers urinoirs dits à écran sont du fait de l'architecte impérial Gabriel Daviu. Et ces écrans ont la particularité d'être végétaux, comme vous pouvez le voir à l'écran. Pour autant, cette volonté de dissimuler ces corps n'est pas une simple lubie de l'Empire, et elle se comprend en réalité très bien par mimétisme avec le modèle britannique. Les ingénieurs vont progressivement abandonner le modèle champêtre de Daviu au profit d'un urinoir inspiré de celui de la fonderie de William Macfarlane. La description d'ailleurs qui nous en est donnée correspond en tout point à ceux qui fleurissent le long des chaussées parisiennes entre 1866 et 1875, que l'on va d'ailleurs finir par rebaptiser urinoir à l'anglaise. Ainsi, ces urinoirs à écran, également appelés cuirassés, apparaissent comme incontournables dans le paysage urbain de la ville de Paris. Le rapport de l'inspecteur de la section des travaux sanitaires du 8 avril 1902 nous apprend que 1190 des urinoirs sur un total de 1783 possèdent à l'époque un écran. Dès lors, cette nouveauté entre guillemets architecturale se révèle comme rien d'autre qu'une réalité qui a toujours existé. Elle se met au service d'une réflexion morale attachée aux réflexions corporelles, permettant à l'hygiène sociale de se muer en ce que Gérard Seignan a pu nommer une physiologie morale, modifiant de ce fait le statut du corps pissant dans la ville. En plus des urinoirs à écran, se développent également à partir des années 1850 des urinoirs à stalles multiples. Séparés mais seuls plus jamais pourrait être le mot d'ordre délivré par la municipalité. En effet, des urinoirs munis de séparation se multiplient sur la chaussée. Cette politique urbaine n'a d'ailleurs de cesse de croître jusqu'à la fin de notre période, avec des modèles de plus en plus sophistiqués. Elle est le fait de trois principaux impératifs pour la municipalité. Tout d'abord, elle coïncide avec l'explosion démographique parisienne au XIXe siècle, qui induit une multiplication des usagers des urinoirs publics. Puis, elle s'accompagne d'un discours hygiéniste lié à l'utilité des toilettes publiques dans la réduction des miasmes, doublé d'un discours moral de contrôle des corps, reposant sur la stricte séparation de ces derniers. Enfin, elle repose sur un souci de rationalisation de l'espace, visant de plus en plus à l'hybridation et à la multifonctionnalité du mobilier urbain. Le premier genre d'urinoir à stalles multiples euh, est breveté dans les années 1840 par l'ingénieur Partiot. Néanmoins, son modèle ne va pas être retenu car jugé un petit peu trop rudimentaire dans ses formes et il va se voir éclipsé par le modèle que vous pouvez voir à gauche de l'écran en fonte à 2, 3 ou 6 stalles qui est mis en place une fois de plus par l'architecte Daviu, mais également par l'ingénieur Dumouza. Donc, le nombre de stalles dans les urinoirs est accordé selon deux principes. La fréquentation du lieu, évidemment, ainsi que la taille de la chaussée. Les urinoirs à 6 stalles se retrouvent ainsi aux Halles, place de la Bourse ou encore devant les principaux théâtres. L'emplacement de ces urinoirs est à mettre en perspective également avec le caractère ordonnancé de la politique d'installation du mobilier urbain. En effet, le tissu urbain ordonnancé, forme d'organisation la plus serrée, la plus rigide, la plus achevée, l'ordre continu le plus strict, ne supporte plus des ajouts successifs et privilégie donc un mobilier urbain plutôt massif,
plutôt qu'une multiplication de petits modèles successifs. Notons toutefois que les modèles à 3 stalles vont gagner en attractivité à partir des années 1880. Et cette orientation permet en partie de combler l'inégale répartition des urinoirs dans la ville, en permettant aux quartiers récemment annexés de jouir de la création d'édicules conçus comme des diminutifs de l'urinoir à 6 stalles, qui doivent être tout de même de bon aspect, de 3 stalles au plus, et occupant peu de surface. Toutefois, vous vous en doutez, faire uriner autant de personnes dans un même endroit ne va pas sans inconvénients. La municipalité ainsi que la police craignent, non sans raison d'ailleurs, que ces nouveaux urinoirs servent de lieu de rencontre aux homosexuels parisiens à une époque où cette orientation sexuelle est encore punie par la loi. Germe alors l'idée de munir des latrines de candélabres. Ainsi, dès 1877, commence l'implantation de près de 400 kiosques urinoirs lumineux alimentés au gaz. Donc, si cette hybridation des lieux d'aisance permet de désencombrer la chaussée, elle facilite également la surveillance de ces lieux. En outre, si la lumière est associée à l'idée de modernité et de mise en scène de la capitale parisienne comme épicentre de cette dernière, elle est aussi, comme le rappelle Gaston Bachelard, la lampe qui veille aussi continuellement qu'elle le surveille. Ce que l'on pourrait d'ailleurs assimiler à une sorte de dispositif panoptique de contrôle policier. Les stalles doublées de réverbères permettent à chaque usager de connaître sa place et de ne point tenter de s'y soustraire, réalisant ainsi une domestication de plus en plus efficace des corps dans l'espace public. Une domestication qui, nous allons le voir, s'étend en incluant à partir des années 1870 les femmes grâce aux chalets destinés aux dames. Longtemps restée sourde aux besoins des vessies féminines, la municipalité parisienne décide en 1872 d'installer à titre d'essai 4 petits kiosques ou chalets. Les femmes ont donc dû attendre 37 années de plus que les hommes afin de disposer de lieux d'aisance. À croire qu'entre la monarchie de Juillet et le Second Empire, l'intérêt porté au sexe féminin ne comporte aucune part vésicale. Entre 1872 et 1907, cette typologie architecturale s'incarne dans 3 principaux modernes: les chalets mixtes de type 1, les chalets payants pour femmes de type 2 et enfin les chalets urinoirs gratuits pour dames. L'enjeu de cette deuxième partie est de montrer comment cette typologie tente d'incarner et de diffuser des logiques d'hygiène, de pudeur et de confort, marquant un cran supplémentaire dans la volonté d'octroyer une place de plus en plus réduite et discrète aux corps pissants dans la capitale. Inauguré place de la Bourse le 26 septembre 1873, le tout premier chalet de nécessité mixte implanté sur les trottoirs suscite l'enthousiasme de la presse parisienne. La petite presse, journal quotidien, va carrément y consacrer un article entier, un article d'ailleurs qui se conclut sur le souhait que le type du chalet de la Bourse sera reproduit en un nombre suffisant d'exemplaires. Hélas, il n'en sera rien. euh, on va dénombrer seulement 4 chalets de nécessité mixte en 1879, soit 2 de moins de ce qui était initialement prévu en 1872. Et si ces chalets peinent à prendre place dans la ville, c'est en partie en raison de leur incongruité, la cohabitation des sexes n'allant pas réellement de soi à cette époque. À plus forte raison dans des lieux clos à la réputation franchement interlope. Le conseiller Jacques Weber est d'ailleurs plus qu'éloquent à ce sujet, je cite: Dans les couloirs toujours trop étroits des chalets, les deux sexes se coudoient, non sans quelques froissements, et surtout non sans toujours choquer le sentiment très naturel et très légitime de la pudeur féminine. Il s'agit alors de saisir comment les architectes, les ingénieurs, la municipalité, mais aussi les usagers, tentent de dépasser cette initiale incongruité en conférant à ces lieux une forme d'urbanité. La choix d'ailleurs de la forme du chalet n'est vraiment en rien neutre. Il convient ainsi d'interroger la signification de l'incursion du chalet dans le paysage urbain. En effet, cette mode ne saurait être comprise sans le recours au concept d'anti-urbanité. La pensée anti-urbaine traduit une hostilité à la ville fondée sur le postulat qu'elle serait néfaste pour la société par opposition à la campagne ou encore à la montagne. Dès lors, cette forme appliquée aux commodités publiques revêt 2 objectifs: signaler, mais également pallier l'incongruité des lieux. Le mythe des Alpes nourrit alors une fiction ingénieriale visant à corriger la ville qui se manifeste dans les toilettes publiques par sa toiture de chalet suisse, comme vous pouvez le voir à l'écran. En outre, l'activation de cet imaginaire helvétique participe de la bonne marche du lieu en rassurant les usagères, en leur offrant un abri. Toutefois, nul n'est dupe des prétendues vertus de l'architecture helvétique, et surtout pas la presse,
qui voit dans cette stratégie plus une volonté de dissimulation de ces lieux impropres qu'une opération salutaire pour la santé et la salubrité publique. Donc, bien que leur forme soit anti-urbaine, les chalets de type 1 suivent pourtant des logiques d'urbanité propres au dernier tiers du 19e siècle. Par urbanité, on entend à la fois ce qui a trait au raffinement des manières, mais aussi ce qui concerne le caractère urbain d'un espace, à savoir sa mixité sociale et fonctionnelle, indissociable des exigences hygiénistes et morales qui imposent leur vue régulatrice à la capitale et à ses habitants. La pensée hygiéniste se retrouve à l'œuvre tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des édicules. Ainsi, chaque chalet donne à voir sur sa toiture une ou deux lanternes d'aération. Dès lors, en rendant visible de l'extérieur son système d'aération, le chalet mixte met en scène sa propre salubrité afin de rassurer les clients, qui d'ailleurs ne se plaignent que très peu de l'odeur des édicules, contrairement à ce que l'on a pu observer pour les différents urinoirs. Mais les préceptes hygiénistes s'appliquent aussi au fonctionnement interne de ces lieux via le système d'évacuation des matières. Les chalets de type 1 sont rapidement adaptés aux exigences de la pensée du tout à l'égout. Et en effet, la liste des emplacements qui nous a été fournie indique que sur les 70 chalets mixtes existants en 1885, 54 sont déjà reliés au tout à l'égout et que tous les autres le seront avant la fin des années 1880, soit 4 ans avant que le préfet Poubelle ne rende ce système parfaitement obligatoire dans Paris. De plus, la question de la mise en scène de la moralité des lieux est essentielle à la bonne marche des chalets de type 1. Bien qu'à destination des hommes et des femmes, la disposition des lieux tente de limiter au maximum les interactions entre ces derniers. Cette volonté de séparation s'affiche d'ailleurs dès l'entrée des édicules. En effet, la partie du chalet à l'usage des hommes a une entrée indépendante, à l'opposé de l'entrée de la partie réservée aux dames. Donc qu'il s'agisse de leur décor, de leur système technique ou de leur manière de séparer les sexes, tout est mis en œuvre afin de restaurer l'urbanité des lieux. Pourtant, malgré toutes ces précautions, ces lieux ne parviennent pas à s'échapper de leur réputation sulfureuse. Les chalets de type 1, tout comme les urinoirs, sont à bien des égards le théâtre de toutes les pratiques que le 19e siècle fustige. Prostitution, homosexualité, vol, meurtre et suicide. Bien qu'il semble tout de même difficile de prévenir ce genre d'agissement, les ingénieurs et la municipalité vont œuvrer main dans la main afin de proposer des solutions censées les limiter. Et parmi les innovations proposées, on va observer l'incursion dans les lieux d'aisance d'une loge consacrée à une figure qui ne tardera pas à devenir indissociable de ces édifices, la gardienne. Et en effet, son apparition s'explique bien évidemment par la mixité de ces espaces. Et cette volonté édilitaire va trouver une transcription précoce dans les plans d'ingénieurs. Et on voit que les ingénieurs des ponts n'ont de cesse de réinterpréter la taille, mais aussi l'emplacement de la loge, afin de trouver un axe optimal pour la surveillance du lieu, tout en garantissant un espace nécessaire pour les différents compartiments d'aisance. Ainsi, l'étude des chalets de type 1 est informative à trois principaux égards. Tout d'abord, cette typologie s'inscrit tout autant dans une forme de continuité que de rupture vis-à-vis des urinoirs. La continuité est lisible par la volonté toujours plus affirmée de dérober le corps pissant à la vue des passants. La rupture, quant à elle, s'observe par la forme profondément anti-urbaine des chalets et par leur mixité. Pour ces ouvrages à destination des corps pissants masculins et féminins, les ingénieurs et édiles ont tout mis en œuvre afin d'en faire des espaces d'une urbanité recomposée selon les préceptes hygiénistes et moraux de l'époque. Une urbanité qui se heurte toutefois à la mauvaise réputation de ces lieux. Passons à présent aux chalets de type 2. Ces derniers apparaissent dans Paris en 1879. Bien que d'apparence similaire aux chalets de type 1, ces édicules traduisent une pensée tout de même très différenciée du corps pissant féminin, principalement articulée autour de la notion de confort. Donc nous allons brièvement revenir sur la signification de ce terme, le confort. Donc si dans son sens ancien, il signifie aide, assistance, secours, ce n'est qu'à partir des années 1840 qu'il devient le synonyme du bien-être matériel. Cette nouvelle signification est le fruit de la transposition du sens britannique du concept de confort. Voilà. Et par confort, on entend également, dans les années 1840-1850, la maniabilité des objets et le plus grand nombre de services qu'ils peuvent rendre. Ce rappel succinct étant fait, nous pouvons à présent nous pencher sur la transcription de cette notion au sein des édicules de type 2. Donc, tout d'abord, ces chalets
s'inscrivent dans une forme de continuité avec la définition ancienne du confort, en tant qu'ils fournissent un asile aux usagères, leur prêtant ainsi secours dans l'assouvissement de leurs besoins intimes. Le sens anglo-saxon est lui aussi relevé par la presse, qui voit dans ces édicules une coquetterie toute française et un confort tout anglo-saxon. Par opposition aux chalets de type 1, qui ne proposent que des cabinets d'aisance, ceux-là proposent également à leurs clients des cabinets de toilettes. Donc, la différence repose sur la présence d'un lavabo qui permet aux femmes d'effectuer un brin de toilette supplémentaire. Et la multiplicité des services proposés aux femmes ne va pas s'arrêter là. En effet, la plupart des compartiments sont également munis de miroirs, de boîtes avec des épingles pour que les femmes puissent accommoder mieux leurs cheveux, pardon, ainsi que quelques bons livres. Donc, ainsi, on saisit comment les différentes définitions du confort dépassent le simple cadre discursif en participant à l'aménagement des chalets pour femmes, plaçant ainsi cette notion au cœur de la réforme du corps puissant féminin. Une réforme qui, nous le verrons, se verra complétée par la question de la publicité. La publicité dans les urinoirs et particulièrement dans les chalets de nécessité, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est ce qui génère la plus grande partie des revenus tirés par les concessionnaires. Et en raison du public féminin auquel elles sont destinées, ces réclames doivent faire l'objet d'une validation auprès du conseil municipal. Ces publicités vont se décomposer selon 6 principales catégories: divertissement, esthétique, mode, domotique, alimentation et produits pharmaceutiques. Ces 6 catégories esquissent un modèle socioculturel bourgeois, révélateur de la place et du rôle des femmes dans la société parisienne au XIXe siècle. Ainsi, les réclames concernant l'esthétique et la mode réaffirment la nécessaire coquetterie attendue des femmes aisées de la période. Celle au sujet de la domotique et de l'alimentation fait écho au rôle de maîtresse de maison et de ménagère qui incombe aux bourgeoises et aux femmes des classes populaires. Les affiches relatives aux loisirs sont le témoin d'une formation d'une culture du loisir urbain au XIXe siècle dans lesquelles les femmes ont un véritable rôle à jouer. On comprend alors comment les contenus et les représentations que les publicitaires donnent de la femme procèdent par standardisation et exagération d'expressions et de comportements qui, dans la réalité, sont déjà fortement ritualisés. Ainsi, la publicité présente dans les chalets de type 2 illustre à quel point le corps puissant féminin constitue un support idéal afin de parfaire la formation par la consommation à une féminité normée et encadrée. Toutefois, il nous faut nous pencher également sur les profils socio-économiques des usagères de ces lieux. En effet, cette discrétion est-elle accessible à toutes? Le coût de ces lieux est de 15 centimes pour les cabinets d'aisance et de 25 centimes pour les cabinets de toilette. Donc, pour mieux comprendre à quoi une telle dépense correspond, je suis allée chercher le prix du kilogramme de pain à la même époque à Paris. Et il s'avère qu'utiliser un chalet de nécessité de type 1 revient à dépenser l'équivalent d'un tiers euh, du prix du kilogramme de pain, soit une dépense qui est parfaitement impossible aux populations les plus précaires de la capitale. Et à ces inégalités socio-économiques vont se superposer des inégalités socio-spatiales. En effet, sur la quarantaine de modèles de type 2 existants dans Paris, on n'en trouve qu'un seul dans le 18e, un seul dans le 17e. Et ce sont quand même les arrondissements où déjà à l'époque, les populations les plus pauvres se trouvent. Et donc ces problématiques d'accès vont cependant se voir partiellement résoudre par l'installation des chalets urinoirs gratuits pour dames, brevetés par l'entrepreneur Doriot en 1894. Étant destiné à un public féminin, il doit répondre aussi à des exigences d'inviolabilité, de discrétion et de propreté. Donc l'inviolabilité des édicules va être assurée par un système de portes composé par 2 parties formant un angle égal. Et de plus, il va y avoir une charnière arrêtée par une tringle qui va faire office de verrou automatique entre guillemets. Donc tout dans le système Doriot s'articule autour de la notion de discrétion, oserait-on dire de dissécrétion. De plus, on fait en sorte que les usagères soient le moins possible confrontées à leur déjection, qui peuvent, contrairement à ce qui est pratiqué dans les urinoirs pour hommes, être de nature alvine. Et pour ce faire, le siège mobile recouvrant la cuvette peut être retiré, prévenant par le même mouvement la gardienne par une sonnerie électrique peu bruyante.
Une fois prévenue, la gardienne peut immédiatement veiller à la propreté du water closet, évitant ainsi les problèmes relatifs au nettoyage. Hélas, si les emplacements choisis répondent aux critères en termes de praticabilité vis-à-vis de la chaussée ou en termes d'influence, ils ne répondent pas pour autant aux besoins de celles qui précisément sont dans le besoin. Placés dans des quartiers majoritairement industrieux, ils rendent service sans aucun doute aux ouvrières qui y travaillent. Néanmoins, aucun de ces urinoirs ne se trouve dans les quartiers les plus pauvres où vivent le plus grand nombre d'ouvrières, à savoir le sud et l'est de la ville. Véritable bunker de la vertu, les chalets de nécessité vont pourtant progressivement tomber en désuétude. Et à ce modèle va se superposer un nouveau modèle qui est celui des lavatories souterrains. Donc, inauguré le 11 novembre 1905, le lavatory souterrain de la Madeleine est le premier édifice de ce type à être construit à Paris. Unanimement salué par la presse d'époque, euh, le journal est de loin le plus dithyrambique au sujet de cette typologie nouvelle du mobilier de rue et dit qu'il réalise absolument toutes les exigences de l'hygiène et du confort moderne. D'origine britannique, ces water closets souterrains ont su capter l'attention des édiles et des ingénieurs qui tentent de les développer à Paris à partir des années 1830. Et cet engouement pour ce qu'on nomme aussi des galeries souterraines de nécessité s'explique dans leur capacité à fournir une réponse à toutes les obsessions ingénieriales et édilitaires du début du XXe siècle. Rationalisation des trottoirs, cohérence de l'esthétique de la rue, pensée de la ville souterraine, etc., etc. L'objectif de cette troisième partie est de montrer comment ce mobilier suburbain représente l'acmé du processus normatif appliqué au corps puissant dans l'espace public parisien, porté par l'architecture et l'ingénierie depuis les années 1830. Cette dissimulation ne suffisant plus, il convient désormais de l'enfouir, de le faire disparaître. Bien qu'installés à Londres pour la première fois en 1855, les lavatories mettent 50 ans à faire leur apparition à Paris. Et ce laps de temps ne s'explique pas par un retard ou un mode de fonctionnement désuet de la part de la municipalité parisienne, mais par un choix alternatif concernant le mode d'installation des communautés publiques. Et c'est dans la question du tout à l'égout que résident les choix opposés des municipalités parisiennes et londoniennes. Comme le rappelle l'historien Fabrice Larouandi, Paris se trouve jusque dans les années 1890 dans une situation hautement paradoxale. La ville dispose d'un réseau exemplaire à la pointe de la technique qui suscite une admiration unanime. Mais c'est précisément cette exemplarité devenue mythique qui constitue un frein à la dernière étape de l'évacuation, une évacuation moderne de l'excrément dans le torrent de l'égout. La cité reine demeure à la traîne en matière d'hygiène. Londres, Bruxelles, Berlin ont reconnu la suprématie du tout à l'égout. Ce n'est donc pas un hasard si la capitale songe à intégrer à son paysage les lavatories à la fin des années 1890, période où le tout à l'égout ne fait plus l'objet de débats houleux, comme cela a pu être le cas dans les décennies précédentes. Et par ailleurs, les plans des conveniences de Londres vont vraiment servir de modèle, voire de calque aux lavatories parisiens. Vous voyez par exemple que le projet du lavatory de la place Maubert, daté de 1893, est sensiblement similaire à celui de Regent Circus. En gestation depuis 1892, les projets de lavatories semblent rester pourtant lettre morte pendant une petite dizaine d'années. La raison est très simple, les coûts constructifs sont absolument prohibitifs. Si les grands modèles d'urinoir supposent une dépense d'à peu près 7 000 francs et les chalets de type 1 et 2 d'à peu près 20 000 francs, les lavatories coûtent 100 000 francs à installer, ce qui est absolument délirant. Mais les édiles et les ingénieurs vont s'armer de patience afin de trouver un concessionnaire prêt à consentir à une telle dépense. Et pour cause, comme cela a déjà été dit, les lavatories répondent absolument à toutes leurs prières. Et si la capitale a tardé à installer ses premières galeries de nécessité souterraines, on en compte toutefois près de 19 en 1907, à la fin de notre période. Du point de vue de leur structure interne, les lavatories sont en grande partie similaires aux chalets de type 1. Ainsi, en réinvestissant les formes primitives du mobilier urbain d'aisance, les lavatories parviennent tout de même à se hisser au rang de modernité en faisant du neuf avec de l'ancien. Loin d'être un simple calque, les lavatories proposent un réagencement inédit des autres typologies de toilettes publiques. Ce dernier passe par le recours au style Art Nouveau, en vogue à l'époque, et prend à développer une esthétique performative de l'hygiène, ainsi que par la mise en place précoce d'une standardisation du confort moderne, illustrée par la présence de l'électricité,
de l'eau chaude ou encore du téléphone à l'intérieur des lavatories. Face à ce tableau idyllique, voire carrément utopique, surgit alors la question, une fois de plus, de l'accessibilité de ces lieux. En effet, cette modernité vésicale est-elle réellement offerte à l'ensemble des Parisiens? De prime abord, les lavatories semblent garantir une égalité d'accès aux différents corps pissants. Pourtant, ces derniers reconduisent sous terre la plupart des inégalités de traitement observables à la surface de la capitale. Sur les 19 lavatories, seuls 6 se situent dans les quartiers où vivent et travaillent les habitants les plus pauvres de la capitale. Et de plus, même si on les retrouve dans certains quartiers pauvres, il faut tout de même mentionner qu'ils sont par bien des aspects très différents des modèles qui sont installés dans les quartiers les plus fortunés. À ce sujet, un Maurice Thierry, un célèbre chroniqueur de la vie parisienne, écrit, je cite, dans une rue populeuse est installé l'établissement simple, coquet, propre, mais dépourvu de luxe, de ce décor somptueux qui distingue les brillants lavatories des quartiers riches du centre de Paris. Et il va également se superposer à l'intérieur des urines, enfin des lavatories, pardonnez-moi, une forme de signalétique de la pauvreté. En effet, les cabinets gratuits sont indiqués à l'aide d'une plaque en gros caractères blancs sur fond bleu. Il en résulte une ségrégation socio-économique et un marquage symbolique du corps pissant défavorisé qui doit, en tout temps et en tout lieu, rester à sa juste place. En outre, il convient aussi de mentionner que la tarification pratiquée dans ces lieux contribue à l'exclusion des plus pauvres. Les coûts d'utilisation oscillent entre 10 et 20 centimes, soit un prix qui demeure inaccessible au prolétariat urbain, dont le salaire journalier moyen s'élève à 1,89 francs. Et à l'intersection de ces inégalités socio-spatiales et socio-économiques sévissent également des inégalités de genre. Rappelons-le, les hommes, en plus de bénéficier de 1703 urinoirs gratuits disposés dans l'ensemble de la ville et d'une cinquantaine de chalets mixtes, se voient octroyer une place bien plus grande que les femmes à l'intérieur des lavatories. Celui de la Madeleine met par exemple à disposition des hommes 22 urinoirs, un cabinet gratuit, 6 cabinets simples, 3 cabinets de toilettes et 3 cabinets complets, soit 35 places au total. Les femmes, qui à la surface ne peuvent compter que sur une centaine de chalets de nécessité et sur une vingtaine de chalets urinoirs pour dames, se voient offrir une cabine gratuite, 9 cabinets de toilettes et 4 cabinets complets, soit 18 places au total dans le water closet souterrain de la Madeleine. Dès lors, cette nouvelle typologie réaffirme les distinctions entre les corps pissants féminins et masculins dans Paris. Malgré la bonne volonté de la municipalité, les femmes, bien que soumises aux mêmes besoins physiologiques que les hommes, ne trouvent pas sous terre un plus grand secours qu'à la surface. Si les lavatories esquissent une pensée avant-gardiste du confort moderne, ce dernier ne profite pas à tous, tant les lavatories reconduisent des inégalités socio-spatiales, socio-économiques et genrées, dont résultent des distinctions toujours plus marquées entre les corps pissants. Tour à tour exhibés, masqués, dissimulés, enfermés ou encore enfouis, les corps pissants subissent donc de nombreuses métamorphoses durant la période étudiée. Tout comme la rue et le sous-sol dans lesquels ils se situent, les Vespasiennes accompagnent les mutations sociales, culturelles et urbaines à l'œuvre dans la capitale au XIXe et au tout début du XXe siècle. Nécessaire à la compréhension de la construction, de la perception et de la réception de l'espace urbain parisien, nous avons tâché de rendre à la figure du pisseur toute la place qu'il mérite au sein de l'historiographie. En effet, c'est lorsqu'il devient une figure et non plus un corps que le pisseur réalise le fantasme édilitaire et ingénierial de sa parfaite domestication. Une domestication qui ne suffira pourtant pas à sauver les Vespasiennes de la destruction dans les années 1960, les réduisant ainsi au simple statut d'image. Et comme le disait Walter Benjamin, quand on sait qu'une chose va disparaître de l'environnement, elle devient une image. Il y a lieu de croire que c'est ce qui est arrivé aux rues de Paris, mais également à ces différentes typologies. Je vous remercie de votre attention. Merci Louise. Avant de donner la parole à la salle virtuelle pour des questions, je voudrais profiter de la présence, alors est-ce qu'elle est encore là? Oui, de Louise Jamet et la présence de Suzelle Balaise, parce que dans ton exposé, il y a des choses qu'on entendra dans des prochains webinaires. Tu as parlé des odeurs liées
à ces différents mobiliers urbains. Et Suzelle Balèze, est-ce que tu peux allumer ta caméra, Suzelle? Bonjour, on t'entend pas. Bonjour, bonjour. Suzelle, en 2024, sans doute début ou printemps 2024, à l'occasion de la sortie de son livre, nous parlera des odeurs en ville. Ça te va comme présentation, Suzelle? Pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis, je profite aussi donc de la présence de Louise Jammet parce que Louise Thiroux, tu nous as emmené dans un aspect historique et Louise nous présentera le travail qu'elle a réalisé au sein de la REP, surtout sur la projection, sur l'imaginaire, sur ce que pourraient être les égouts du futur. Je me trompe pas, Louise? Oui, merci. Alors, effectivement, j'ai travaillé un petit peu sur les égouts. Je ne me suis pas penchée sur la question des égouts, enfin, ou plutôt des sanitaires comme tu l'as fait, mais on pourra en reparler à cette occasion. Merci. Merci à toutes les deux. Et donc, voilà, j'ouvre les questions, sachant que Romain avait déjà commencé un petit peu à poser des questions. Alors, je vous propose que vous leviez la main si vous avez des questions à poser. Et si vous n'en avez pas, moi, je vais en poser. Ah, Thomas, on t'entend pas, Thomas. J'allume mon micro, ça marchera mieux. Donc merci beaucoup Louise pour cette présentation. Ça fait plaisir de voir qu'à l'EPHE, on a plein de manières d'appréhender ces objets-là. Moi j'avais une question, c'est dans quelle mesure les évolutions que tu constates sur ces mobiliers urbains sont accompagnées finalement par la démocratisation des toilettes à domicile? Alors ça, c'est une excellente question. Et si j'avais eu plus de temps, j'aurais bien aimé accentuer un peu de ce côté-là. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, même après le passage d'Haussmann, il y a très peu de toilettes privatives dans Paris, voire même carrément aucune. Et il y en avait un certain nombre dans les cours d'immeubles, mais vraiment très sommaires, des espèces de latrines avec des trous, enfin à peu près la même chose qu'on pouvait trouver déjà en fait pendant l'Antiquité. Et c'est pour ça que la municipalité a autant accentué sur la construction de toilettes publiques, parce que en fait, à l'époque, la rue joue en fait un espèce oui, de rôle d'espace privé, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas doit permettre de remplir des fonctions que les appartements et les immeubles ne sont pas encore prêts auxquels les immeubles ne peuvent pas encore répondre. Et en réalité, contrairement à ce qu'on peut penser, la démocratisation absolue des toilettes privatives en France, bah, c'est après les années 1970 en soi. C'est assez récent et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parce qu'on vit vraiment avec ça au quotidien, mais il faut vraiment le remettre en perspective. Voilà. Merci beaucoup. On a une question par écrit d'Oscar qui demande comment expliquer le retour en surface des toilettes avec les toilettes Deco, par exemple. Alors, bah déjà, les toilettes souterraines, bon, j'ai pas trop accentué là-dessus, mais il y a des gros problèmes, beaucoup de meurtres, énormément de suicides, et il s'y passe un peu n'importe quoi. Et donc, elles vont rapidement perdre en popularité pour cette raison-là. Ensuite, on en a construit pas mal dans les années, jusqu'aux années 1907. Mais le problème, c'est que certains tracés entrent en contradiction avec les tracés du métro. Et donc, soit on les détruit, soit on ne les reconstitue pas. Voilà. Et aussi, et ça, c'est peut-être quelque chose de très parisien, alors c'est vraiment dithyrambique au sujet des lavatories souterrains au tout début de leur installation, ben, on voit qu'en réalité, ça prend assez mal auprès du public, et particulièrement les femmes et les enfants qui ne veulent tout simplement pas y aller. Voilà. Et donc, on les remonte progressivement. Une autre question de Christine. Alors, Christine et Oscar ont qualifié de la même manière ton exposé, passionnant. Euh, donc, je me permets d'en faire l'écho. Merci. Et Christine ouais, demande pourquoi ces lieux ont disparu. Mais tu as un peu répondu, est-ce que c'est pour laisser la place aux voitures?
Oui, alors, et d'ailleurs, cet arbitrage hein, entre le piéton et la voiture, il se met en place dès les années 1860. Ça, il faut quand même l'avoir bien en tête, et c'est pour ça qu'il y a un souci croissant d'hybridation des lieux, où par exemple, on va fusionner une toilette avec un réverbère pour que ça prenne moins de place, et pour laisser plus de place au piéton, hein, qui est lui-même quand même toujours en concurrence, entre guillemets, avec l'automobiliste. Et si on les détruit principalement, enfin, les campagnes massives de destruction ou de réaffectation, hein, parce qu'il y a certains chalets qui vont être utilisés un petit peu différemment, et on ne pourra plus y uriner, mais on va quand même conserver les lieux. Euh, Ça se produit particulièrement parce que, un, c'est très mal entretenu, donc c'est des salles, et les gens ne veulent, encore une fois, plus y aller. Et surtout, parce que c'est une époque où on va vraiment se poser des questions sur les considérations esthétiques de la ville. Et on va se demander si ce mobilier urbain-là n'est pas trop le vestige d'un passé qui n'est plus associable avec la modernité telle qu'on veut la mettre en place dans les années 1960 et 1970. Et c'est pour ça hein, qu'on va choisir de les détruire. Voilà. Si, Romain. Oui. Merci Louis, c'était vraiment super intéressant. Tu devrais faire des podcasts. Ça s'écoutait vraiment comme un podcast. Euh, Moi, j'avais une question par rapport au terme que tu utilisais. Tu appelais les gens des clients, du coup, qui utilisaient ces Vespasiennes. Et donc, est-ce que c'est vraiment pour faire référence à une marchandisation du corps puissant, du coup? Et du coup, la question qui vient après, c'est est-ce que cette marchandisation, ça a eu un impact et ça a eu de l'écho dans les révolutions de 1848 et 1871? Est-ce qu'il y a des traces là-dedans ou pas? Bien sûr. Alors déjà, moi, si j'ai utilisé le terme de client, c'est parce que je l'ai retrouvé dans les cahiers des charges des concessionnaires. Donc, voilà, c'est comme ça que les concessionnaires les considèrent. Donc voilà, ça c'est sans ambiguïté aucune. Maintenant, ça, j'ai pas trop insisté là-dessus pendant l'exposé parce que le temps. Mais en réalité, dès les années 1870, on va quand même avoir à cœur de créer dans les chalets de nécessité un compartiment gratuit. Voilà. Sauf que en réalité, ce compartiment gratuit, le concessionnaire fait toujours en sorte qu'il ne soit jamais utilisable et ça devient une espèce de débarras. Mais voilà, il y a quand même une pensée un peu plus sociale de la part des ingénieurs, ce qui est pour le coup pas du tout le cas de la part des concessionnaires. Et en ce qui concerne hein, les révolutions de 48 et la commune, bon là malheureusement je n'ai pas l'icono et je ne peux pas la montrer, mais si ça t'intéresse, je pourrais te les envoyer. Effectivement, elles sont totalement détruites. Et il y a de magnifiques photos pendant la commune où on voit oui, des urinoirs totalement cramés. Et il faut savoir que la plupart des concessionnaires, surtout le concessionnaire qui s'appelle Drouard, est absolument détesté. Euh, donc ils sont détestés par le public, ils sont aussi détestés par les bourgeois parce qu'ils font de l'argent sur un business qu'on juge assez sale. Et donc voilà, ce sont quand même toujours des personnages un peu louches, les concessionnaires. Et en règle générale, ils disparaissent avec l'argent de la caisse et on ne les revoit plus, pour faire simple. Voilà. Merci, super. Bon, ça a noté qu'aujourd'hui, elles sont plus brûlées, les toilettes publiques. Oh, à Montreuil, là, il y a eu une toilette un peu cramée cet été. Ah, Mais bon, quand c'est même, rare alors, hein. ça se fait encore. Est-ce qu'on a des questions de la part de nos volontaires? Oui, moi j'avais une petite, enfin plusieurs questions. Euh, Vous avez dit en fait que les toilettes étaient plutôt dans les quartiers riches que dans les quartiers pauvres. Est-ce que les quartiers riches, c'est en termes de résidence ou c'est plutôt des quartiers justement où il y avait des commerces? En fait, j'associe par rapport à aujourd'hui, quand on va faire ses courses, on va forcément, enfin on va potentiellement dans les toilettes publiques parce qu'on n'est pas chez soi. Et si il y avait des toilettes publiques, euh, enfin, les gens, ils urinaient où sinon? Enfin, les hommes dans la rue, si j'ai bien compris, mais les femmes, avant qu'il y ait des toilettes dans la rue, c'était chez eux, c'était comment? Enfin, en fait, j'arrive pas à revoir historiquement comment c'était ailleurs que dans la rue. Alors, les toilettes publiques sont installées plutôt dans les quartiers d'un point de vue résidentiel plutôt riche, mais quand même à partir des années 1880, 1890, on va les retrouver un petit peu plus qu'avant dans les quartiers où il y a des usines, hein, parce que la plupart des usines ne sont pas encore bien équipées pour permettre à leurs ouvriers et à leurs ouvrières de pouvoir se soulager décemment. En revanche, dans les quartiers où d'un point de vue résidentiel, on est vraiment très populeux,
là, il n'y a pas de toilette. Ou alors, quand on en installe, c'est toujours des modèles un peu dérivés des jolis modèles du centre-ville, voire carrément, parfois, on a des exemples où on va prendre un ancien modèle d'urinoir, donc le tout premier modèle que j'ai abordé, les colonnes Rambuteau complètement ouvertes. Eh ben, on a des exemples où on est allé prendre certaines colonnes du centre-ville de Paris et on les a installées, par exemple, rue Colincourt. Voilà. Des choses qu'on faisait. Donc, on peut les laisser uriner, mais avec des modèles un petit peu plus bas de gamme. Et en fait, si on ne les installe pas dans ces quartiers-là, c'est principalement en raison de la publicité, qui, comme je l'ai expliqué, génère les revenus principaux pour les concessionnaires. Et malheureusement, bah, ces quartiers-là, bah, hélas, les habitants ne sont pas jugés très intéressants, puisqu'ils consomment assez peu. Voilà, il y a de ça. Et ensuite, en ce qui concerne la manière dont les gens se soulagent, et ben les gens vraiment pissent dehors. Mais, Ah, mais, ah oui. Ah, les et, femmes et les femmes confondues. particulièrement, et il faut savoir que la police d'ailleurs a des ordonnances un peu spécifiques pour les femmes, où on est beaucoup plus conciliant avec elles quand on les voit hein, uriner ou même déféquer hein, dans la rue. Si on part du principe qu'il n'y a pas d'urinoir ou de chalet à plus de 500 mètres, eh ben on laisse couler et on ne mettra pas un procès verbal. Mais en réalité, pratiquement personne ne paye jamais d'amende pour cette raison, alors que pourtant, c'est interdit hein, d'uriner dans Paris dès 1790. Mais les gens s'en moquent un petit peu. Ça Voilà. coûte combien une amende aujourd'hui pour quelqu'un qui urine Alors, dans la rue? aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, je C'est ne sais pas. Je dirais dans les 60 ou 80 euros, mais à vérifier. Merci, Merci. Est-ce c'est qu'il y a passionnant. d'autres questions? Alors moi, j'en ai une, parce que on a entendu que le mobilier avait été détruit. Est-ce qu'on a quand même des vestiges? Parce que c'est des beaux objets quand même, c'était super joli. Est-ce qu'il y a des traces quelque part? Mm. Eh ben ça, c'est le grand drame de ce sujet. C'est toute la question de la reconstitution visuelle et matérielle. Euh, c'est pour ça que vraiment j'ai dû avoir affaire à un nombre de sources absolument incalculable pour pouvoir les restituer parce que il n'en subsiste plus. Enfin, il en reste une, boulevard Arago, en face de, de l'ancienne prison. Donc voilà, il y a un modèle avec Stahl. C'est le seul qui reste et c'est plus de la déco qu'autre chose. Et non, il n'y a vraiment pas eu du tout de patrimonialisation, d'une conscience de la nécessité de les conserver, même je sais pas, de la part du CNAM ou autre, ni aux arts décoratifs. Voilà, malheureusement, tout ça a été détruit parce qu'il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, dès le 19e siècle, bon, parler d'une pensée écologique serait un petit peu fort de café, mais il y a vraiment cette question du remploi, de la réutilisation des matériaux, ce qui fait qu'en réalité, quand on détruit des toilettes publiques parce qu'on juge que le modèle n'est plus à la mode, ça ne va pas à la déchetterie. C'est en réalité revendu à des ferrailleurs qui vont les réutiliser. Et comme ça permettait d'alimenter une économie circulaire, entre guillemets, et un petit peu parallèle, et ben, on a préféré l'argent plutôt que la conservation. Voilà. Ce qui est dommage, parce que ce serait formidable d'avoir un musée du mobilier urbain Ce en serait bien. France ou ailleurs. Enrichir le musée des égouts de Paris avec Oui, quelques vestiges. J'avais une autre question. Vous avez dit que dans certains chalets pour dames ou même enfin, dans les modèles de luxe, il y avait potentiellement de la lecture, le téléphone. Est-ce qu'il y avait un temps limité pour occuper les non, toilettes à l'époque ou pas? Non? non, et justement, c'est l'un des gros problèmes, c'est qu'on peut pas, enfin, en tout cas dans les statuts conférés aux gardiennes, hein, parce que tout ça est quand même très réglementé, très bien encadré, elles n'ont pas le droit d'interrompre une cliente, ce qui fait que très souvent, il y a des queues absolument abominables devant les chalets. Et c'est aussi pour ça hein, qu'on a eu envie de passer à un modèle souterrain pour éviter cet encombrement de la chaussée. Et c'est quelque chose qui est souvent, enfin, qui a été beaucoup raillé, et donc on retrouve ce motif pictural assez fréquemment dans les caricatures presse de l'époque. Alors, 135 € l'amende, hein, si je lis les commentaires aujourd'hui. Alors, il y a un autre commentaire d'Oscar. Est-ce que vous voulez parler ou je lis le commentaire? Donc, faute de matérialité,
Il y a une évocation des urinoirs et des chalets dans ah, dans la recherche du temps perdu. Les rencontres interlopes du baron de Charlus, le chalet où la grand-mère du narrateur est victime d'un malaise. Oui, effectivement, je me suis servi un petit peu aussi de la littérature pour travailler. Et c'est quelque chose qu'on va également retrouver dans les poèmes de Verlaine, comme la mort des cochons. Et donc oui, c'est quand même un motif qui est rentré en fait assez rapidement dans les mœurs des Parisiens et qui donc a inséré assez rapidement à son tour les motifs, littéraires. Voilà. Donc effectivement, on peut quand même retracer l'histoire des toilettes grâce à la littérature. Et au sujet d'ailleurs des toilettes détruites, il y a un passage sur la destruction d'un urinoir dans l'éducation sentimentale de Flaubert. Voilà. Si ça vous intéresse de relire vos classiques avec une perspective un peu plus toilette, c'est possible. Voilà. Ok. Merci Louise. Je vous propose qu'on arrête là. Nada, est-ce que tu peux faire un rappel sur les 2 prochains webinaires? Louise, on mettra des informations de contact peut-être où on peut te trouver facilement s'il y a d'autres questions. Un grand merci parce que ouais, c'est vraiment très connecté au projet Égout dans aussi la dimension historique et puis la possibilité de se projeter. Et peut-être qu'on aura des interactions à venir au-delà du webinaire. Oui, bah, je vais partager rapidement Alors, donc, on vous invite pour 2 webinaires sur les actions de recherche participative en décembre, donc, parce que ce sera une des actualités du projet GOU en 2024. On va mener des actions de recherche participative. Donc, le 1er décembre, donc, ce sera autour de l'art, dans une remise en question des enjeux de sciences participatives, et le vendredi 22 décembre, donc, il y aura un webinaire à 2 voix, une partie sur les ressources disponibles et une autre partie pour présenter, participer un observatoire participatif de l'environnement urbain. Un grand merci, Louis, c'était vraiment passionnant. Et on espère vous voir nombreux pour les 2 prochains webinaires. Merci, bonne journée. Merci. Bonne Au journée, merci revoir. beaucoup Louise. Au revoir. Merci beaucoup.